Alors bonjour, je m'appelle Pierre de Chamerla, je suis gérant et le directeur de la société Promofroid. Promofroid, c'est une TPE régionale qui est basée dans le sud-ouest, à Toulouse, et dont le métier est la location des bacs frigo, les bacs frais et surgelés, qui sont destinés aux supermarchés de la région du sud-ouest. En fait, les supermarchés, ils ont besoin, pour faire des promotions en magasin, de temps en temps de matériel supplémentaire, et à ce titre, ils font appel à des spécialistes de la location de ces matériels. On les livre en magasin et on reprend le matériel une fois que la promotion est terminée. Alors mon parcours, j'ai fait un baccalauréat avec une option économie. Ensuite j'ai fait une préparation HEC, je suis rentré dans une école supérieure de commerce et j'ai pris une spécialité marketing stratégique. Ensuite j'ai travaillé tout de suite dans le secteur de l'informatique avec des fonctions de chef de projet, directeur de projet. Et j'ai eu rapidement une expérience de création de start-up, j'étais cofondateur, qui a duré 5 ans, toujours dans l'informatique. Et ensuite, à la fin de cette aventure, je suis devenu salarié dans un grand groupe informatique avec des fonctions de commercial, de directeur régional, de directeur de business unit. Et j'avais toujours, notamment au travers de mes études et de cette expérience de fondation de start-up, de revenir en fait à l'entrepreneuriat. Et pour ce faire, pour un peu mûrir ce projet aussi et savoir si j'en étais capable, j'ai fait un bilan de compétences en 2010. Et à la suite de ce bilan de compétences, ça m'a confirmé à la fois ma capacité et puis une vraie envie ancrée d'être entrepreneur et donc de faire la reprise d'une entreprise. J'ai en fait opté assez vite pour des recherches d'entreprises à reprendre par les réseaux. Alors il y a plusieurs réseaux, hein. Ça peut être par des experts comptables, ça peut être par des réseaux bancaires, ça peut être par des spécialistes de la reprise d'entreprise, mais également par mon réseau personnel où j'ai fait le choix aussi pour bien m'imprégner de la réalité de l'entrepreneuriat, de rencontrer des personnes qui avaient fait cette démarche de reprise d'entreprise, qui avaient aussi des profils très différents, hein. J'ai l'exemple de quelqu'un qui était contrôleur de gestion dans la banque et qui a repris une petite société dans un domaine complètement différent. Voilà, donc j'ai fait plusieurs rencontres et au travers d'une rencontre, en déjeunant justement avec un entrepreneur, et bien à la fin du repas, comme on dit, entre la poire et le fromage, il m'a dit mais bon sang c'est bien sûr, j'ai un partenaire qui vend sa société, un partenaire dans le sud-ouest qui vend sa société, est-ce que ça t'intéresse? Voilà. Et 4 mois après, j'avais racheté la société avec l'activité de Promofroid. Les avantages d'une reprise, puisque j'ai connu les deux, j'ai connu à la fois la création au travers d'une start-up et à la fois la reprise avec l'activité aujourd'hui de Promofroid. L'avantage, très clairement, c'est qu'on part de quelque chose. Tout simplement, on part d'un historique, on part d'une clientèle, on part de produits qui existent, d'un marché clairement identifié. On part, je dirais, de partenaires autour de l'entreprise, hein, que ce soit des banquiers, que ce soit des fournisseurs, que ce soit voilà, des référents dans un domaine. Et ça, c'est je dirais, un gain de temps évident et ça rassure quand même pas mal l'entrepreneur. Je me souviens quand j'étais à la création de la start-up, on démarrait comme on dit de rien, c'est-à-dire il n'y a pas un contrat qui existe, il n'y a pas un fournisseur avec qui on a signé, il n'y a pas un client avec qui on a signé, les banquiers ils nous regardent même pas et on démarre, puisque j'ai démarré dans la salle à manger avec les 2 autres associés et ça a duré 2 ans et on ne savait pas comment occuper nos équipes la semaine suivante. Donc c'est des contextes de travail, de démarrage sont très différents. Le premier est passionnant parce que tout nous appartient et tout est possible. Le deuxième est un peu plus confortable sous certains aspects parce qu'on part de quelque chose. Après, on reprend cet historique, donc dans l'historique, il y a du bien et du moins bien. Moi j'ai eu la chance de ne pas avoir de cadavres dans les placards quand j'ai repris l'entreprise. C'était une entreprise qui était bien gérée, des gens qui étaient appréciés sur leur marché, mais c'est pas toujours le cas et donc on découvre des choses. J'ai des amis qui ont repris des sociétés et au bout de 2 ans, ils ont fait faillite parce qu'il y avait quelque chose de grave qui avait été dissimulé. Et même si peut-être que le droit leur donnera raison, en attendant, ils ont plié l'entreprise. Donc ça fait partie des risques de l'aventure dans une reprise. Il faut accepter l'historique aussi, quel qu'il soit. Après, ce qui m'intéresse, c'est que ça a été un accélérateur de démarrage et c'est qu'est-ce qu'on en fait derrière. En fait, il y a un temps de reprise, il y a un temps de digestion de ce qu'est l'entreprise avec son passé. Et puis il y a aussi tout ce qu'on peut en faire. Voilà, donc c'est ce projet moi qui m'intéresse, ça fait 10 ans que j'ai racheté la société. Et les 3 premières années ont été des années de découverte, c'est un métier que je ne connaissais pas non plus, hein. La location des bacs frigo, c'est quand même assez particulier, donc qui était dans l'informatique. Il y a eu 3 années après, on est un peu plus à l'aise, et puis maintenant je rentre dans le cycle où on a envie vraiment de faire un projet différent de ce qui est écrit déjà dans l'historique de la boîte. La première clé pour moi, c'était de me préparer. Me préparer en fait depuis ma formation où j'avais un peu ce virus en tête, le virus d'être mon propre patron. Donc il y a se préparer déjà au travers des études que j'ai pu faire en me disant tiens, connaître pas mal de domaines d'activité, alors que ce soit la compta, même si ce n'était pas une passion, que ce soit la partie RH, la partie
commerciale, la partie juridique. Ça, c'est pas nécessairement des domaines où j'excellais, j'étais très bon et qui me passionnaient, mais malgré tout, je savais que c'était important pour construire un projet derrière. Dans la préparation, ça a été en fait pendant tout mon cursus professionnel, où j'avais ce petit virus en tête, de me dire, tiens, c'est une nouvelle expérience qui me permet derrière d'être un peu plus autonome dans mon projet. D'avoir été chef de projet dans des projets informatiques, ça donne aussi un bon vernis sur la gestion de projet qui est importante quand on a une entreprise. Voilà, on est aussi en mode projet en permanence. D'avoir été responsable de business unit, ça donne une idée sur la gestion d'un compte de résultat. Être très proche du recrutement des collaborateurs, connaître les réalités de la réglementation sociale. Donc ça, c'est aussi une préparation tout au long de mon expérience professionnelle. Et puis je vous ai dit, la préparation elle était importante au travers du bilan de compétences que j'ai fait. Je pense que sans bilan de compétences, j'aurais été incapable de reprendre la société, parce que derrière, il faut être très endurant, il faut être bien préparé, parce qu'on est, dans une vraie aventure, quoi. Donc il faut être capable de réagir et d'être sûr que le choix qu'on a fait, on l'assume complètement. Donc la préparation, pour moi, c'est un sujet très important. Et puis après, il faut savoir écouter et s'entourer. Voilà, faut pas. La difficulté, c'est qu'on s'isole assez vite quand on est chef d'entreprise, puis c'est une réalité, hein. Surtout dans les TPE, on prend une décision, on l'assume, et puis on n'a pas beaucoup de ressorts pour trouver des solutions alternatives, donc on les assume. Et puis donc il faut avoir des référents, des gens de confiance autour, qui ne sont pas nécessairement dans le domaine, mais qu'il faut écouter. Voilà. Et puis il faut apprendre à connaître ses fournisseurs, apprendre à connaître son banquier, écouter ses clients, et être très à l'écoute et très réactif par rapport à ce qu'ils disent. La crise sanitaire, elle a eu un effet, alors je ne sais plus si c'était le 15 ou 16 mars de cette année, où on a eu le confinement qui a été décidé en 3 jours. Ça a eu un impact, je dirais, dès le premier jour, puisque notre métier, comme je vous l'ai dit, c'est louer du matériel pour faire des promotions en magasin. Alors on a de la chance, c'est que les supermarchés ont plutôt correctement tourné pendant le confinement. Par contre, on a une difficulté qu'on ne voit pas de prime abord, qui est qu'il n'y a plus de promotion en magasin quand les gens ne viennent plus en magasin. Pendant le confinement, tout le monde est allé faire du drive et il y avait beaucoup moins de flux en magasin. Donc les magasins ont arrêté les promotions. Donc on a arrêté de travailler pendant le confinement. Donc on a perdu 50% de notre activité sur avril et mai. Donc ça a eu un impact économique direct. La réaction que j'ai voulu avoir, et c'est là où c'est super intéressant d'être entrepreneur et patron de sa boîte, c'est qu'on peut influer ce qu'on veut dans l'entreprise. Si on veut donner une influence pessimiste, on la donne. C'est un choix. Si on veut être très optimiste, on la donne. Si on veut être réaliste, on la donne. Et moi, l'option que j'ai prise, c'est de dire, il y aura un après. Je ne sais pas quand, mais il y aura un après. Je considère que mes clients, d'une façon ou d'une autre, ils vont s'en sortir. Et parce que je connais leur énergie, leur capacité à rebondir. On connaît la puissance des supermarchés, notamment en France. Et donc je me suis dit, on va faire comme si c'était une parenthèse. Et finalement, comme si c'était du temps qui nous est donné pour préparer la suite. Donc la conséquence directe, c'est on avait plus de temps, parce qu'il y avait moins de flux logistiques. Donc j'ai dit, on va se mettre à jour sur tout ce qu'on est incapable de faire ou on court après le temps. Donc on a mis à jour notre matériel, notre entrepôt, etc., nos procédures. Et puis derrière, j'ai voulu aussi conserver toute la qualité de service, y compris pendant le confinement, parce que nos clients, il y avait moins de flux, mais ils avaient quand même besoin de nous de temps en temps. Donc ça veut dire qu'il fallait répondre au téléphone, il fallait être capable de livrer un bac s'ils en avaient besoin. Quand il y a une panne, de réagir comme si de rien n'était. Et ça a été un choix qu'on a fait, et j'ai le souvenir d'un client qui m'a appelé en me disant « Tiens, c'est bizarre, vous répondez, alors que j'ai appelé votre concurrent et il ne répond pas ». Je dis oui, on est présent, et j'étais au bureau, je venais travailler tous les jours au bureau. On était capable de répondre à sa demande. Et il nous a dit, vous étiez numéro 2 sur ma liste de fournisseurs, vous passez numéro 1. Donc c'était pour moi la meilleure récompense, la meilleure réponse par rapport au choix que j'avais fait. Après, il a fallu aussi assumer le fait qu'il y avait moins d'activité. Donc on a fait un tout petit peu de chômage partiel pour s'adapter aussi à la réalité du temps de travail nécessaire pour l'entreprise. Et on a eu la chance de redémarrer assez fort en juin, qui nous a permis de reprendre une courbe de croissance qu'on avait avant le confinement. Ma stratégie, c'était en fait de continuer celle qu'on avait déjà, c'est-à-dire de rester très flexible et d'être en marche avant. Alors dans ce contexte très particulier, il y a moins d'activité, mais malgré tout, de toujours chercher à s'améliorer et de profiter du temps qui nous était donné pour faire avancer l'entreprise au-delà de cette parenthèse, que je savais être une parenthèse. Mais on ne savait pas combien de temps elle allait durer. Donc à partir de là, on s'est mobilisé autour de ça. Et puis ça nous a donné aussi du temps, j'y pense, pour ne pas penser qu'à nous. On était quand même dans un contexte social, sanitaire très tendu. Et on s'est dit, je me suis posé la question en me disant comment on pourrait aider finalement tout simplement les CHU de Toulouse. Et en partenariat avec un client industriel, la société Prolena, on a monté un partenariat pour nous proposer du matériel, des bacs surgelés, eux proposer leur glace. Et ça a été mis gracieusement au CHU de Toulouse.
pour le quotidien, agrémenter un peu le quotidien du personnel hospitalier qui en avait besoin parce que c'était quand même bien tendu. Voilà, donc on s'est dit, on a du temps, on a du matériel disponible, autant en faire profiter ceux qui étaient au combat pendant le confinement sur le Covid. Alors 2021, c'est un peu qui tout double. Moi, je reste dans une perspective de croissance. J'ai sondé un peu mes clients. Aujourd'hui, on a sur peut-être une quarantaine de clients très actifs. On en a un qui a clairement remis en cause son activité. Et dès le premier jour du confinement. Alors ça m'a étonné, parce qu'une entreprise qui plie les voiles dès le premier jour et qui vous explique que 8 mois après, elle va revenir sur le marché et réactiver son commerce, pour moi, c'est une ineptie. Maintenant, c'est leur choix stratégique, ils ont sûrement d'autres raisons. Mais en dehors de cet exemple anecdotique, heureusement pour nous, on a 95% de nos clients qui sont dans une dynamique d'occupation de la promotion en magasin, et donc ça veut dire un besoin de location de matériel pour nous. Donc j'ai foi en ça. Aujourd'hui, c'est, je dirais, les chiffres nous diront demain. Aujourd'hui, c'est encore dans le domaine un peu irrationnel. On a fait quand même un bon été, ce qui est pour nous un indicateur important, parce que c'est une période importante dans notre saison d'activité. On espère que la période festive de Noël sera aussi dynamique, ce qui sera un deuxième signe pour nous, un deuxième jalon important. Alors après 2021, je ne sais pas. Je pense que l'activité des supermarchés ne va pas s'effondrer, peut-être contrairement à d'autres, qui sont plus sensibles aux mesures barrières et au Covid. On aura sans doute peut-être un peu de tassement de la consommation alimentaire, mais je pense finalement assez à la marge, ce qui fait qu'on aura une activité qui va se poursuivre. Mon premier message, c'est soyez à l'écoute. Soyez à l'écoute de ce que vous aimez faire, parce que quand il y a des petites choses que vous avez en vous, vous empêchez pas d'y penser, vous empêchez pas de creuser la question, ça ne veut pas dire qu'il faut foncer tête baissée, mais vous empêchez pas de vous écouter. Il y a des sensibilités, soit d'environnement de travail, soit un goût pour faire certaines choses, soit une envie d'apprentissage. Tout ça, ça fait partie des choses qu'il faut apprendre à écouter en soi. Moi j'avais eu un peu ce virus de l'entrepreneuriat, alors ne me demandez pas pourquoi, mais c'est comme ça, et ça a toujours été, et j'ai toujours été à l'écoute de ça. Voilà, j'ai toujours construit finalement ma carrière autour de ce projet, ce goût que j'avais en moi. La deuxième chose, c'est que au-delà d'apprendre à se connaître, il faut être aventureux. Il faut être aventureux, mais il ne faut pas être téméraire. Il faut être aventureux parce que faut oser apprendre des choses que vous ne connaissez pas, il faut oser aller dans des domaines que vous ne connaissez pas, oser aller rencontrer des personnes qui ne sont pas nécessairement des personnes dans votre profil, avec vos sensibilités, mais qui vont vous apporter une nouvelle vision. Quand vous avez un projet, il faut les confronter à ces personnes. Il ne faut pas aller voir que les personnes qui vont aller dans votre sens. C'est trop facile et ce serait vous mentir, parce qu'elles vont voir une réalité que vous n'allez peut-être pas vouloir accepter. Je prends l'exemple, souvent je rencontre pas mal de personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, et notamment des jeunes qui ne parlent que de start-up, etc. Attention au mirage. Le mirage de la start-up, c'est le plus gros casse-gueule que vous puissiez avoir. Je ne dis pas qu'il faut se prendre de temps en temps des bonnes baffes pour réagir, vous n'êtes pas obligé de les prendre toutes. Je dirais qu'une start-up, ça n'est qu'une entreprise. C'est une entreprise, c'est quoi? C'est un marché qui existe, avec des clients qui existent, qui ont un vrai besoin. C'est un besoin d'argent. Vous ne pouvez pas couper un besoin de financement ou un besoin de trésorerie. La trésorerie, c'est quand même la première occasion pour les entreprises de se casser la figure quand on n'en a pas assez. Une start-up, elle est aussi dans ces règles-là. Donc ça veut dire qu'il faut avoir un banquier ou il faut avoir des financiers. C'est aussi une réalité de réglementation sociale. Il y a un moment, il faut passer par des règles sociales, par des embauches, avec des règles de recrutement, des règles de licenciement, des règles de contrat de travail. Tout ça, ça fait partie d'une réalité où je dis il faut oser des choses, il faut se lancer, mais il ne faut pas passer à côté des règles évidentes de l'entreprise, qu'elle s'appelle start-up, qu'elle s'appelle industrie, qu'elle s'appelle location de bacs frigorifiques pour les supermarchés. C'est les mêmes règles pour tout le monde. Donc soyez aventureux, mais pas téméraire, parce que si vous êtes téméraire, vous allez boire le bouillon, parce que c'est écrit d'avance que ou vous n'avez pas la compétence, ou vous ne respectez pas les règles de l'entreprise.